Alors, le chef de l'État a inauguré, comme je viens de dire, 2 zones d'investissement au gouvernorat de Qalioubeya et d'Aqahleya. De quoi il s'agit? Donc, ça fait toujours une partie de la stratégie que l'administration présente garde, c'est d'essayer de décentraliser tous les efforts de l'État pour résoudre, de ne pas avoir un hub central où tout passe dans ce hub. Donc, on est en train de faire un peu partout ces genres de hubs pour avoir des gens franches un peu partout qui peut être comme un incentive très efficace pour attirer des investisseurs qui voudraient s'installer dans ces régions. Et on profite de les zones où on a une densité assez élevée de population. Donc, au lieu d'aller en plein DCR, où ça devient un peu difficile d'attirer la main-d'œuvre, on fait le contraire. On est en train de partir, installer les usines et les zones franches où la main-d'œuvre vive. Et ça résout et élimine énormément de problèmes pour quelqu'un qui gère une société, surtout une société de production. C'est quoi les problèmes? C'est-à-dire, ça résout quoi? Apporter, et ça, si vous vous rappelez, il y avait des années que la cité de Sadat négligée. Absolument, était négligée. Pourquoi? Parce que il n'y avait personne qui vivait là-bas. Donc on pourrait faire toutes les usines qu'on veut, mais si on n'a pas la force, les ressources humaines pour activer ces usines, il n'y a pas des usines qui fonctionnent tout seules. Donc là, on est en train d'aller où on a des densités assez élevées de population. Donc, qu'est-ce que ça résout pour quelqu'un qui gère une société? Il a toujours en tête où je vais trouver la main-d'œuvre que j'en ai besoin. Comment je vais les apporter chez moi? Quand est-ce qu'ils vont rentrer? Est-ce que je peux travailler la nuit? Est-ce que je peux avoir une 3e shift? Ou ça va être Comment très les difficile? Héberger. Ça coûte énormément cher pour quelqu'un qui gère. Et aujourd'hui, c'est très important de minimiser le coût pour qu'on soit compétitif. Et ça part pour tous les producteurs. Et ça, c'est pas un secret, c'est une des raisons principales pourquoi la Chine est devenue assez forte économiquement comme elle est aujourd'hui. Parce que les coûts là-bas sont très, très bas. Et c'est pour cela qu'il y a pas mal des industries lourdes qui ont quitté l'Europe. Pour s'installer là-bas. Pour s'installer en Chine et peut-être aussi au Mexique ou ailleurs. Mais parce qu'en Europe, les coûts sont devenus énormément chers que c'est devenu très très difficile d'être concurrentiel avec les coûts qu'on subit en Europe. Donc les sociétés ont quitté. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est pas compliqué. Alors ça me mène à la question de l'établissement de nouvelles villes comme le Nouvelle Ismaïlia, Port Saïd, toutes ces villes. Est-ce que c'est pour cette raison, c'est pour faire des communautés qui vivent et installer des projets autour desquels il y a, ou bien pour fournir des hébergements pour les gens qui viennent pour travailler? Je pense que c'est double tranche, si vous voulez, parce que on est en train de croître avec 2,5 millions par an. Ouais. Ça, c'est la taille d'un petit pays en Europe, si vous voulez. Donc, on est en train d'ajouter un pays chaque année. C'est énorme. Donc, où on va loger ces gens? Au bout de 10, 15 ans, 17, 20 ans maximum, ces 2,5 millions vont avoir besoin de se marier, d'avoir des maisons et de leur propre foyer et avoir une vie. Qui veut dire aussi ils vont avoir besoin de services basiques comme des hôpitaux, des écoles, de la police. Où est-ce qu'ils vont vivre? Donc, et c'est là, c'est ça, je retourne une deuxième fois
à l'idée de la vision stratégique que cette administration a bien adoptée. On n'est pas en train de penser ici avec une vue myopique de ce qu'on a juste au bout de notre nez aujourd'hui. Ils sont un peu différents, ils pensent 10 ans, Voilà. 15 ans. C'est la vision. Si je suis en train de faire une route, aujourd'hui, c'est un peu dur avec, disons, capacité de 3 voitures. On peut toujours ajouter une 4e, ça va aller beaucoup mieux. Mais on ne pense pas comme ça, on pense, fais-le 7, 8, parce qu'au bout de 10 ans, tu vas avoir besoin de Oui, ça. oui. C'est ça qui change un peu les choses avec l'administration présente. Et on l'appelle ça en gestion, la gestion en anticipation, pas en réaction. Et c'est la première fois que je vois quelqu'un avec toute objectivité, si vous voulez, qui est en train de gérer l'Égypte de cette façon. Et Parfait. vraiment, si on- c'est pas facile que tout le monde comprenne ça. Je comprends parfaitement qu'il y a pas mal de gens qui peuvent te dire « Ah, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Peut-être que tu n'as pas besoin de ça maintenant, aujourd'hui, dans ce point. Mais les nouvelles générations Mais tu auront vas besoin. avoir besoin de ça très, très prochainement. Et ce que tu veux, que quand tu vas avoir besoin de ça, tu le trouves. Ouais. Mais là, quand j'ai posé la question, quand même, j'ai bien compris votre point de vue et c'est vraiment, ça éclaircit ces projets. Mais ma question, c'était centrée surtout sur l'industrie qui est centrée ou bien qui est basée dans ces régions, je parle Ismailia, c'est-à-dire autour du canal de Suez, et on a fait 2 nouvelles villes. C'est pour attirer de la main-d'œuvre autour du canal de Suez. Je pense, ça c'est un peu complémentaire, c'est un peu une autre pièce dans le puzzle où on est en train de... Vous voyez, vous avez presque, si je ne me trompe pas, c'est 40% du commerce international qui passe par la... 15%. 15%, ok. Par la canal du Suez. Donc, cette région doit devenir un hub logistique. Et c'est très normal et c'est une évolution naturelle. Donc, la hub logistique ici, donc, tu vas avoir besoin de l'industrie qui se nourrisse ou aide dans les logistiques qui vont se passer ici. Donc, c'est la bonne place pour mettre des cités industrielles. Si tu vas aller le mettre, par exemple, je ne sais pas, ailleurs, au Fayoum, la distance, c'est énorme. Mais ce que normalement, tu veux, je vais vous donner un exemple que j'ai vu il y a quelques années, que le bateau, il arrive avec la matière première, et tu as tes usines là, les matières premières descendent dans les usines, tu fais ton activité industrielle et tu les remis une deuxième fois sur un autre navire. Il y avait quelques années 35 ans, c'était pas hier, pardon, que j'étais en charge, on m'a demandé de faire une étude sur les ports dans il y a quelque chose qui s'appelle Hamburg-La Havel Range dans le nord de l'Europe. Et il y a un port qui n'est pas très connu, pas très fameux en Belgique, qui s'appelle Ghent en flamand et Gand en français. Et là-bas, je ne veux pas nommer C'est connu. Ok. Mais c'est pas aussi connu comme Rotterdam ou Amsterdam ou quelque chose. Ou Bremen ou Hamburg, ou les autres. Mais là-bas, c'était une des grandes marques de voitures. L'usine était littéralement sur la quai, ou commençait sur la quai du port. Donc, les navires venaient ici, ils faisaient descendre la matière première là. Et tac, c'était juste quelques mètres, vraiment. Et la ligne d'assemblée commençait là. Tac, 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 jusqu'à ce que tu aies une voiture complète. Et elle sort de l'autre côté sur un autre navire, là. Tu dépenses zéro
de transport. Zéro. Dans le matière première. Vous voulez dire que c'est la même idée de la zone industrielle du canal de Suez, et c'est la raison pour laquelle Absolument. on fait toutes ces C'est une extension. infrastructures, oui. C'est une extension de ça. Et ça, c'est la bonne place de mettre ce genre des zones industrielles ou des cités industrielles. Il y a d'autres régions en Égypte où on a fait la même idée, comme par exemple la Nouvelle Mansoura, par exemple, avec des zones industrielles à côté des champs agricoles. Là, quel est l'objectif? C'est la même chose. On est en train de réduire le coût. Toujours, le choix de où mettre l'usine, normalement, on le met autant que c'est possible, le plus près possible, ou d'une matière première, ou où est-ce qu'on va recevoir la matière première et on va renvoyer le produit fini. Donc, les prix d'énergie dans toutes ces formes sont en train de flamber. Okay? Donc, si on réduit le coût de transport, de ce qu'on appelle inbound et outbound logistique, ça va aider à diminuer le coût final. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle les coûts sans valeur ajoutée. Le consommateur ou la personne qui va utiliser ou acheter ce que je suis en train de produire ne gagne rien de plus. Ce n'est pas une valeur ajoutée pour lui que je fais transporter mes matières premières pour tant de distance qui me coûte autant. Pour lui, il ne profite rien de ça. Donc, il est en train de payer pour rien, le coût est trop cher, donc on peut toujours trouver un concurrent qui est en train de faire ça beaucoup moins cher. Donc là, c'est par exemple, je ne sais pas, je donne des exemples, mais à Mansoura, si on va faire du sucre, par exemple, à partir de betterave, c'est très logique de mettre l'usine assez proche, autant que proche que possible, ou dans les champs des betteraves, pour minimiser les coûts de transport et le temps, qui va rentrer finalement dans le coût final qu'on est en train d'offrir. Et en même temps, on peut payer plus l'ouvrier parce qu'on aura... Tu as un peu de champ de manœuvre parce que tu es pas vraiment, ton dos n'est pas vraiment au mur parce que tu as des coûts qui sont assez élevés. D'accord. Alors je passe à notre troisième sujet, qui n'est pas loin toujours. On parle le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a annoncé un ensemble de mesures visant à réduire les prix des terrains industriels et à donner de nouvelles incitations aux investisseurs. Salih Ahmed et Yara Choucha. Dans le cadre des efforts déployés pour améliorer le climat d'investissement et pour attirer les investissements locaux et étrangers, en particulier dans le secteur industriel, le Conseil des ministres a approuvé un projet de décision relatif à la détermination des prix des terrains industriels. Selon le communiqué de presse publié par le Conseil des ministres le 7 septembre, la décision stipule que la cession des terrains aux investisseurs se fait selon le régime de propriété ou d'usufruit, système qui permet à une personne d'utiliser un bien sans posséder le titre de propriété pour une durée maximale de 50 ans renouvelable. La propriété des terrains industriels ne fera au prix qui ont été déterminés guidés par la part du mètre carré dans le coût des services publics, a indiqué le communiqué. De même, la décision autorise aux investisseurs de passer du régime de l'usufruit au régime de la propriété après un délai d'au moins 7 ans à compter de la mise en place du projet d'exploitation et d'un registre industriel, et ce en payant le prix du terrain après l'avoir réévalué au prix commercial avec déduction de ce qui a été payé en échange du droit d'usufruit, a indiqué le Premier ministre Moustapha Madbouli. La publication de cette décision a été saluée par le milieu d'affaires, les investisseurs industriels et les économistes qui ont souligné l'importance de cette mesure pour réduire le coût des terrains à des fins industrielles. La décision de déterminer les prix des terrains industriels n'est pas la seule annoncée par le Premier ministre, qui a aussi révélé l'intention du gouvernement d'accorder de nouvelles incitations aux investisseurs, notamment dans le secteur industriel.
De nouveaux amendements seront approuvés dans la loi sur l'investissement, y compris l'extension des incitations aux investisseurs pour 5 ans supplémentaires, en particulier pour certaines industries qui n'existent pas en Égypte, y compris les voitures électriques, a déclaré Madbouli. Il a aussi indiqué que les incitations comprennent le remboursement jusqu'à 70% de la valeur des taxes que l'investisseur paiera dans un délai n'excédant pas 45 jours. Ce pourcentage variera selon la nature de l'industrie. Monsieur Ahmed El-Lessi Nassef, je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Là, le Premier ministre Mostafa Madbouli a annoncé quelques mesures pour déjà réduire les prix des terrains industriels et donner de nouvelles incitations aux investisseurs. Est-ce que ces mesures vont vraiment attirer les investisseurs, soit locaux, soit internationaux? Deux choses. Pour répondre à votre question, il y a vraiment deux points qui sont essentiels pour dire oui ou non. Premièrement, les sociétés qui vont venir investir en Égypte, c'est quoi ce qu'on appelle l'alternative ou l'opportunité alternative où ils peuvent aller investir ailleurs. Ouais. Et là, ça coûte combien là-bas? Parce que si on va diminuer les prix de terrain, disons, je n'ai pas tous les détails, mais disons par 50%, et on va trouver que nos confrères au Maroc ou en Turquie sont en train d'offrir les terrains gratuitement. C'est bien qu'on a réduit, mais pour un investisseur, ça reste un peu plus attractif pour lui l'autre côté. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et je pense que Son Excellence le Premier ministre a aussi parlé de ça, c'est très bien d'offrir les choses avec des prix bas, mais l'administration et la bureaucratie, si ils vont être comme un, comment dire, j'essaie de trouver les mots là, Présente. qu'ils vont être un peu présents, si vous voulez, et ou rendre ou faire disparaître cet effort. Parce que peut-être que, comme un investisseur, c'est mieux pour moi de payer un peu plus, mais avoir le terrain dans 1 mois ou 6 mois, que payer moins, mais ça va me prendre 3 ans pour être capable d'utiliser ce terrain. Donc ça, là, c'est pas vraiment une solution. Est-ce qu'il n'y a pas la loi d'un seul guichet? La loi est là. Mais en toute francheté, et je pense que... Est-ce que c'est appliqué? C'est ça. C'est ça, l'application. L'application. C'est pas aussi difficile de faire des lois, et je pense qu'on a toutes les lois qu'il faut, et peut-être même un peu plus, si vous voulez. Mais la question, est-ce que vraiment ça s'applique? Le mesure, il y a un indice international qui sort chaque année par la Banque mondiale, ça s'appelle Ease of Doing Business. Et il donne, il organise presque 200 pays où on est sur un point de, pas mal de, c'est un système de points, mais est-ce que c'est facile de faire des affaires ou d'investir dans ce pays ou non? Et je peux vous confirmer, après 30 ans et quelque chose dans les multinationales, que ça, c'est une des choses, des premières choses que, quand on prend une décision d'aller sur un marché, c'est une des premiers indices qu'on regarde. Parce que c'est très bien de voir des choses qui semblent attractives ou intéressantes, mais quand on voit où on est, dans cet indice, où je ne parle pas de l'Égypte, où le pays qu'on veut aller, où on est en train de considérer d'aller investir là-bas, et on voit qu'on est dans les 150 et quelques, là, il y a une disparité entre ce qu'on entend et ce qu'on voit. Donc, mettre les choses en action, c'est même beaucoup plus important
où c'est beaucoup plus important d'avoir des nouvelles lois, si vous voulez. Ça, c'est mon opinion personnelle sur ce point. Donc, l'application, c'est ça qui compte, c'est pas une nouvelle loi. Le positionnement de l'Égypte, la position géographique, je parle, avec tous les atouts dont possède l'Égypte, comme le canal de Suez, comme tout ce qu'il y a comme infrastructure là actuellement, moderne, nouvelle, etc. Est-ce que ça ne donne pas un avantage pour l'Égypte pour attirer les investissements? Je vous donne quand même un petit exemple. Peut-être on en a déjà parlé. C'est comme le consortium ou bien le complexe de TEDA, le complexe chinois, où il y a une centaine d'usines juste à côté du canal de Suez. Il a attiré, cet endroit a attiré les Chinois pour venir et pour profiter de tout ce qui est accord préférentiel entre l'Égypte et soit l'Union européenne, soit l'Afrique, soit les pays arabes. Tout à fait. Tout à fait. Avec ces mesures entreprises par le Premier ministre, alors est-ce que vous ne trouvez pas que ça attire quand même? Absolument. Et ce ne sont pas les Chinois seulement, il y a aussi les Russes, mais je pense que après ce que la guerre a un peu déroulé les choses. Mais écoutez, la sécurité. On ne peut pas demander à quelqu'un de venir investir dans un pays si on n'a pas la sécurité. Et ça, grâce à Dieu, on l'a. Aujourd'hui, on l'a. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a. Électricité, on a passé par un trajet qui n'était pas très joyeux, mais aujourd'hui, on a assez d'électricité, et même plus, ce qu'on a besoin. Les routes, l'Internet, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on a une usine, c'est la technologie maintenant, ce n'est plus que mon usine est en panne, envoyez-moi un technicien. Ça ne marche plus comme ça, ça marchait comme ça presque il y a 10 ans. Maintenant, toutes les machines ou toutes les lignes de production sont branchées sur l'Internet. Et tu as une machine, je ne sais pas, allemande, tu as une machine italienne, il est branché, et il te la fixe sur place. Si tu n'as pas assez de débit d'Internet, tu ne peux pas faire ça. Donc je pense que cette administration sont en train de travailler sur tous les rails pour que l'économie se développe. Malheureusement, ce sont des temps très difficiles, mais on espère, parce qu'on est en train de faire tout ce qu'il faut faire, que très prochainement, on va voir un bon changement positif pour l'économie égyptienne. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ahmed Lessinansef. Je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Je vous remercie pour toutes ces explications. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.